À la fin du XIVe siècle, l'émancipation politique des Liégeois restait une conquête fragile. Elle dépendait du bon vouloir du prince et chaque génération devait la défendre. Ce fut le cas lorsqu'en 1390, un nouveau prince-évêque fut donné à la cité. Le 10 juillet de cette année-là, en effet, les citadins assistèrent à l'entrée solennelle de Jean de Bavière, un prince de 17 ans d'humeur farouche. Choix surprenant. En plus d'être trop jeune, le personnage n'était même pas prêtre. On l'avait choisi parce qu'il avait un imposant blason et un intimidant réseau d'influence et de parenté. Le duc de Bourgogne, Jean sans peur, était son cousin. Exactement le genre d'homme imbu de son rang qui ne convenait nullement aux Liégeois, jaloux de leur liberté. Le conflit éclata d'abord avec les habitants du village de Serein. Ces pauvres gens avaient coutume d'aller s'approvisionner en bois dans les forêts voisines, propriété du prince, lequel, on ne sait pourquoi, jugea le moment venu de faire cesser cet abus. Il interdit aux paysans et ouvriers d'aller couper du bois sur ses terres. Les manants s'obstinèrent. Lorsque Jean de Bavière voulut traîner les contrevenants devant la justice des échevins, le peuple hurla avec fureur. Le prince insista, le mécontentement tourna à l'émeute. On finit par composer, mais une opposition s'était constituée, celle des aidroits, ainsi qu'ont pris l'habitude d'appeler les factieux, c'est-à-dire ceux qui haïssent le droit. C'était une ligue faite de gens d'horizons divers que réunissait une forte détestation du prince. Et ce prince, il pouvait pas arrêter tous les râleurs et les mettre en prison? Oh, difficile d'arrêter toute une population agitée. Oui, mais ils avaient juste à arrêter les meneurs alors. Tu n'as pas idée de l'esprit querelleur et batailleur des gens de cette époque, prompt à s'émouvoir sur une simple rumeur. En même temps, les gens habitaient dans la rue, ils étaient fort liés les uns aux autres, donc... Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. L'agitation reprit. Effrayé, le prince courut s'enfermer dans Maastricht. Outré par cette lâche désertion, le peuple assemblé chercha un mambour, c'est-à-dire un régent. Le choix se porta sur le sire de Perouet, général éprouvé. Celui-ci tâcha de négocier, mais le prince restait intraitable. Et après une accalmie, sa tyrannie revenait sans cesse à la charge, chaque fois plus haineuse, chaque fois plus provocatrice. Puis les dissensions s'envenimèrent. En 1407, le pape Benoît XIII en personne dut intervenir et choisit de remplacer le prince intraitable par Thierry de Perouet, fils du Mambourg, lequel ne tarda pas à agir en réunissant une imposante armée communale et en s'emparant des principales places fortes de la principauté. Ces places, une fois en son pouvoir, il mit le siège devant Maastricht. Hélas, l'hiver 1407 fut des plus rigoureux et les assiégeants se retirèrent au bout d'un mois seulement. Mieux valait attendre les beaux jours pour régler son compte à l'odieux tyran. À mon avis, ça c'était une très mauvaise idée dans l'histoire des mauvaises idées. Ah bon, pourquoi ? Tu connais le dicton. Quand on commence à étrangler le chat... C'est vrai, mais encore faut-il parvenir à l'attraper, le chat. Le prince de Bavière n'avait autour de lui quasiment aucun allié de son propre domaine. Les 23 bonnes villes de la principauté, sauf Maastricht, étaient toutes contre lui. Malheureusement pour elle, Jean de Bavière avait obtenu de son cousin Jean sans peur, duc de Bourgogne et comte de Flandre, un secours décisif. Au cours de l'automne 1408, une armée bourguignonne forte de 35 000 hommes entra en Hesbaye, dévastant tout sur son passage. Les Liégeois étaient en mauvaise posture. Les envahisseurs étaient soldats de métier, experts dans l'art de détruire, de tuer, de terrifier. Les rebelles qui avançaient derrière la bannière de Saint-Lambert étaient, eux, des artisans, des ouvriers, des mineurs, sans expérience de la guerre. Le Mambourg Perouet et son fils Thierry, évêque et prince, tous deux champions des libertés communales, représentaient le parti de la guerre d'usure.
Il voulait employer contre l'armée colossale des seigneurs les remèdes éprouvés de la guérilla. Mais la foule des Liégeois remontés contre son maître exigeait une bataille. Résigné, le Mambour rejoignit ses troupes pour, dit-il, partager avec elles le Doubs et la mer. Tous les habitants capables de combattre furent appelés sous les bannières des métiers. Nobles, riches, clercs, petites gens. Une agitation anxieuse s'empara de la ville. L'armée communale compta bientôt peut-être 20 ou 30 000 hommes, mais la plupart n'avaient jamais approché de près ou de loin un champ de bataille. Rien n'est plus poignant qu'une bande d'innocents marchant au massacre. Ils sont partis comme en 14. C'est pas faux, mais les Liégeois avaient déjà vaincu auparavant une armée de seigneurs, et ils avaient foi dans leur bon droit. Leur bon droit, oui, mais face à une épée bien affûtée, ça ne vaut rien. L'idée était d'aller surprendre l'ennemi près du village d'Otté. Loin d'être surpris, l'ennemi s'était regroupé sur un mamelon. Les nôtres firent de même, se groupant autour de l'étendard de Saint-Lambert. Ils chantèrent. On était le matin du dimanche 23 septembre 1408. Très vite, les bombardes des Liégeois entrèrent en action. L'adversaire constitua aussitôt une avant-garde de cavalerie chargée de prendre l'ennemi à revers. Les lourds fantassins liégeois tinrent bon. Le combat fut féroce, long, indécis. Quand une ligne tout à coup recula, entraînant les autres. Les Liégeois, secoués, perdant pied, étaient en même temps cueillis par des trombes de flèches qui noircissaient les cieux. La masse des milices communales, encerclées, ne pouvait plus faire aucun mouvement pour se dégager. Beaucoup moururent, piétinés ou étouffés. 1h30 après le début de l'engagement, c'en était fini de l'armée liégeoise. Les prisonniers furent égorgés. Le Mambour Henri de Perouet et le prince Thierry, son fils, furent retrouvés morts, se tenant par la main. Les Liégeois et leurs alliés laissaient sur le plateau d'Otté un monceau fumant de 3 à 5 000 cadavres. On les enterra en tas et le tumulus que formait cette boucherie faisait, dit-on, 3,50 mètres de haut, la hauteur d'une lance. Il y a une chose que je ne comprends pas. Ah bon, laquelle? Pourquoi le duc de Bourgogne est venu ici à Liège pour nous affronter, alors que finalement on lui avait rien fait? Mais la victoire était pour le duc de Bourgogne d'une importance capitale. Il assurait comme ça ses arrières avant de s'occuper sérieusement du dépeçage de la France. Calcul politique. Jean de Bavière se trouvait à Maastricht quand il apprit la nouvelle de la victoire de son cousin de Bourgogne. Les notables vinrent en tremblant faire leur soumission, à Grasse, sur les hauteurs, au nord de Liège, portant la corde au cou, des flambeaux et des cierges. Ils offrirent au duc de Bourgogne les clés de la ville, dont il devint un sombre présage, le protecteur désigné. 25 rebelles furent remis à Jean de Bavière, qui les fit atrocement exécuter. Le soir de cette hécatombe, l'armée des Bourguignons pénétra dans la cité déserte. Là, on fit jeter dans la Meuse, depuis le pont des Arches, ligotés 25 édroits, dont des prêtres et des femmes, sans oublier un ambassadeur du pape d'Avignon. Le samedi 6 octobre, le sanguinaire Jean de Bavière, en menaçant équipage, entra dans sa ville, montrant qu'il prenait personnellement en main l'organisation de sa vengeance. Les exécutions sommaires se poursuivirent, purgeant la ville de tous les esprits contestataires qu'elle abritait. Les fortifications furent par endroits abattues, des amendes énormes furent imposées, et comme de bien entendu, toutes les libertés publiques furent suspendues. Les agents du prince étaient la loi, les corporations étaient dissoutes.
Des années après la bataille d'Otée, l'empereur Sigismond fit s'adoucir le prince Jean de Bavière et reconnut les libertés franchises dont la cité était ornée avant sa défaite. Cela en février 1415. Jean de Bavière accepta de rétablir les corporations, mais il avait en tête la succession de son frère, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande. Pour hériter de ce fastueux domaine, il dut renoncer à son titre de prince de Liège, ce qu'il fit sans l'ombre d'une hésitation. Il mourut du poison en janvier 1424 à Delft, sans fils pour hériter de son lourd bagage de titres. L'histoire ne dit pas si les Liégeois l'avaient regardé partir pour la Hollande avec de sonores manifestations de joie. Et son cousin, le duc de Bourgogne, Jean sans peur, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah oui, et il a depuis longtemps fini massacré à coups de hache par les gens du dauphin Charles sur le pont de Montreux. Ça fait un salaud de moins. Oui, mais hélas, ce guet-apens a jeté la Bourgogne dans le camp anglais et fut l'occasion pour la France des terribles dévastations de la guerre de 100 ans. Qui a duré 116 ans.